Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, 6 mois après la dernière que j'ai fait, ça fait super longtemps, en tout cas moi ça me fait hyper plaisir de retrouver YouTube. Je vais pas m'éterniser sur la raison de mon absence, j'espère que vous avez tous vu le post que j'ai publié il y a quelques semaines déjà. Pour faire simple, j'explique pourquoi est-ce que je n'ai pas été disponible durant toute la saison. Mais en tout cas, sachez que comme tout bon supporter, je n'ai rien manqué de l'actualité de l'OM évidemment. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un nouveau type de série que je trouve hyper intéressant et plutôt original. Et si le concept il est simple, le but c'est de se demander ce qu'il se serait passé si un événement marquant se serait déroulé autrement. Pour ce faire, je vous propose un scénario fictif tout en restant le plus réaliste possible évidemment. Et comme vous l'avez vu au titre, on va se demander dans cette vidéo pour ce premier épisode ce qu'il se serait passé si Kolasinac avait marqué cette fameuse tête contre Tottenham. Je pense que c'est une question que tous les supporters marseillais se sont tous déjà posée au moins une fois et c'est pour ça que je vous propose d'y répondre. Et sans plus tarder, on va commencer par un petit peu rappeler les faits. Donc après l'ouverture du score de Mbemba juste avant la pause, l'OM mène 1-0 contre Tottenham et est virtuellement qualifié en 8ème de finale de LDC. Le club est donc pour l'instant deuxième de la poule et le finira dans tous les cas dans notre scénario puisque de l'autre côté, Francfort l'emportera contre le Sporting et ne fera pas match nul comme dans la vraie vie donc, ce qui permet donc au maximum pour l'OM de finir deuxième au classement. La deuxième mi-temps commence, Tottenham égalise sur un coup de tête de Clément Lenglet, jusque là rien d'anormal. Les minutes défilent jusqu'à ce que Under centre parfaitement pour Kolasinac qui, à son tour, après Mbemba, fait exploser le Vélodrome en marquant ce but du 2-1. 88e minute, l'OM mène 2-1, énorme soulagement pour tous les supporters qui se voient tous déjà en 8e de finale. Le plus dur est fait, il ne reste que quelques minutes à tenir. Igor Tudor ordonne à ses joueurs de redescendre pour contenir ce score. Super barré de Pau Lopez qui sauve encore une fois l'OM, qualifié en 8e de finale de LDC 10 ans après. La soirée est magique sur le Vieux-Port, les clubs français peuvent aussi remercier l'OM qui aura permis à l'indice UEFA de progresser. Le club fait les unes de tous les journaux le lendemain matin, tandis qu'en Angleterre c'est pas du tout la même ambiance, vous vous en doutez. Cette défaite au Vélodrome est vécue comme une énorme désillusion pour Antonio Conte et ses hommes, relégués en Europa League. La malédiction pour le coach italien perdure, il n'aura toujours pas trouvé le moyen de se qualifier en phase finale de Ligue des Champions. Et c'est d'ailleurs pour ça que son poste ne tient qu'à un fil du côté du club londonien. C'est aussi une excellente nouvelle pour le club marseillais qui va toucher près de 12 millions d'euros en plus, non seulement pour cette victoire mais aussi pour la qualification en 8e. Longoria est adulé par les supporters qui voient les choses en grand pour la suite de la saison. Le club est donc en pleine confiance et à ce moment-là sur une superbe dynamique en championnat malgré les différents mauvais résultats contre Strasbourg, la défaite à Lens, à Paris et aussi face à Ajaccio. À ce moment-là, dans la vraie vie, l'OM est 4e au classement à seulement quelques points de Lens, tout proche du PSG. La question du titre, comme dans la vraie vie encore, se pose. Mais pour cela, Tudor réclame des recrues à Longoria. Au niveau des différents résultats, pas grand-chose à dire, puisque pour rappel, après Tottenham, il y avait les matchs face à Lyon et Monaco à jouer avant que la Coupe du Monde ne commence. Face à la faiblesse que l'autre club olympique affiche à ce moment-là, j'ai du mal à imaginer un autre scénario qu'une victoire, même si le coach décide de tourner, vu tous les efforts déboursés face à Tottenham. Et pour finir cette mi-saison avant la trêve internationale, je pense qu'une victoire face à Monaco est tout à fait envisageable et sera tranquillement réalisée par les hommes d'Igor Tudor. Le bilan de mi-saison est donc vraiment très positif pour le club qui a encore ses chances pour finir sur le podium, ça c'est d'un côté, mais aussi pourquoi pas gagner un titre avec la Coupe de France et viser le meilleur parcours possible en Ligue des Champions. Le club se montre très ambitieux, même si l'OM va tomber sur Naples en 8e de finale, puisque dans le scénario c'est pas Francfort qui est deuxième mais bien l'OM, et donc si on se fie au tirage au sort, c'est bien Naples qui va affronter le club. La marche est haute, même très haute, puisque les pronostics ne vont pas du tout en faveur du club marseillais. Exactement comme dans la vraie vie, Naples fait une superbe saison, mais déjà que le parcours est vraiment pas mal du tout, puisque l'objectif initial, rappelez-vous, c'était passer les poules, il y a vraiment plus rien à perdre, les supporters veulent y croire et promettent d'être au rendez-vous le jour J. La Coupe du Monde se déroule exactement comme dans la vraie vie, l'OM va notamment remporter son match face à Toulouse au retour de cette Coupe du Monde. Les joueurs se sont bien reposés pour la plupart, je vois pas pourquoi est-ce que ça se déroulerait autrement donc. Maintenant vient le mercato hivernal où je me suis posé pas mal de questions. On a un OM qui est différent dans le scénario, puisque déjà on peut se permettre de plus de folie financière puisqu'on est qualifié en 8e, et comme je vous l'avais dit à un moment de la vidéo, cette qualif aussi financièrement c'est une très bonne nouvelle. Donc dans le scénario, il n'y a pas besoin de vendre des joueurs comme dans la vraie vie avec Gay, Dieng, Suarez, d'autant plus que Tudor réclame un effectif vraiment complet pour pouvoir tourner sur plusieurs tableaux. Donc déjà Gay ne sera pas prêté à Séville, puisque si j'ai bien compris, son transfert c'est certes pour laisser de la place à Unai, mais c'est aussi pour possiblement libérer quelques fonds en fin de saison. Sauf que Tudor en a besoin, des milieux physiques récupérateurs dans son profil pour tourner, il n'y en a pas énormément, ce qui fait donc qu'il va rester à l'OM. Par contre pour Dieng et Suarez, ils vont connaître exactement les mêmes scénarios, tout simplement parce que les deux joueurs ne font pas du tout partie des plans d'Igor Tudor, ce qui fait que l'un sera vendu donc à Lorient pour 8 millions et l'autre sera prêté à Almeria avec une option d'achat à 8 millions. Par contre pour Isaac Touré, j'ai décidé de faire pareil que Gay, le conserver. Vous allez me demander pourquoi et je vais vous répondre exactement pour la même raison que Gay, j'imagine que Tudor aura besoin d'un joueur en plus dans ce secteur défensif. Encore une fois pour pouvoir plus tourner. Après
Après, en ce qui concerne le cas de Gerson, évidemment il sera transféré à Flamengo, puisqu'il a une grosse valeur marchande sur le marché et qu'il n'entre plus vraiment dans les plans de Tudor. Maintenant, au niveau des recrues, on a un OM qui peut se permettre de plus de folie comme je vous l'ai dit. C'est pourquoi déjà, Unai, révélation du mondial avec les Lions de l'Atlas, sera recruté comme dans la vraie vie pour 8 millions d'euros. Tandis que dans ce cas-là, c'est là où ça devient intéressant, puisqu'au poste de numéro 9, ce ne sera pas Vitinha qui sera recruté, mais bien Terem Moffi. Si vous avez bien suivi ce mercato hivernal, le joueur n'a pas signé à l'OM alors qu'il y a été proche, tout simplement parce que Longoria n'en a pas voulu, à cause d'un manque de volonté du joueur. En réalité, le joueur était plus intéressé par le projet niçois, sauf que dans ce cas-là, l'OM est en 8ème de LDC. Et donc, cet argument, il va pencher en notre faveur. Le buteur nigérian va forcer son départ à l'OM et sera recruté pour la somme de 25 millions d'euros plus 5 de bonus. Ça a toute une bonne affaire, le joueur connaît le championnat, pas besoin de temps d'adaptation comme Vitinha, mais ce n'est pas encore fini puisqu'il y a du boulot au poste de milieu offensif. Bah oui, puisqu'il faut dire que Payet, Gerson, Guendouzi, voire même Under et Harit, qui dans ce cas-là est blessé comme dans la vraie vie, ne donnent pas entièrement satisfaction à Tudor, qui va chercher un profil plutôt créatif. Dans la vraie vie, c'est Malinovski qui a été choisi, mais dans ce cas-là, j'imagine que l'OM va se permettre de recruter un joueur d'encore plus haut calibre. C'est pourquoi l'OM va formuler une offre de 18 millions d'euros à l'Atalanta pour s'arracher les services de Jérémy Boga. Le joueur coche toutes les cases qu'il faut, il est technique, il a une bonne vision du jeu, une très bonne capacité d'élimination. Faut dire que c'est pas exactement le même profil que Malinovski, il a moins de frappe, mais comme Sanchez va redescendre d'un cran à cause de l'arrivée de Bofi, c'est pas forcément nécessaire de recruter ce genre de milieu de terrain. Et Boga, il arrive justement pour accompagner Alexis Sanchez derrière un Terem Moffi. Après du coup, en ce qui concerne le cas de Guendouzi, il va plus jouer au poste de milieu offensif et va redescendre au poste de milieu central, son poste d'origine. J'ai choisi Boga aussi parce qu'il faut savoir qu'il est marseillais et que donc c'est un peu dans la logique de Longoria d'acheter des joueurs qui mouillent le maillot. Son recrutement va boucler donc un mercato qui est encore plus réussi que dans la vraie vie, ce qui pousse les observateurs à l'affirmer, l'OM est un concurrent sérieux au PSG en vue du titre. Les matchs s'enchaînent, l'OM se rapproche du club parisien et n'a plus qu'à 5 points. La nouvelle année 2023 commence par un match face à Hyères en Coupe de France, facilement remporté sur le score de 5-0. Un match où d'ailleurs, imaginons Terem Moffi ouvre son compteur avec l'OM, et comme dans la vraie vie, c'est le PSG qui va être tiré en 8ème de finale de Coupe de France. Mbappé est malheureusement blessé pour les Parisiens, ce qui va fortement affecter l'équipe coachée par Christophe Galtier, qui sera donc succombé par le pressing marseillais, qui ne va pas gagner 2-1, mais plutôt 3-1 sur un doublé de Terem Moffi. Et aussi, on va dire, sur un but de Sanchez, imaginons, sur penalty donc. Le club se présente donc en pleine confiance avant son match face à Naples, au Vélodrome, mais va malheureusement perdre ce match sur un score de 2-0. Les supporters étaient au rendez-vous comme promis, mais malheureusement, ce n'était pas assez face au rouleau compresseur napolitain. La marche était trop haute visiblement pour un match qui aura demandé énormément d'énergie pour tous les joueurs, c'est pourquoi Tudor va se permettre de tourner pour les prochains matchs en championnat, mais malheureusement ça va lui coûter des points puisque le club est maintenant non pas à 5 points, mais bien à 7 points du PSG. L'OM va tout de même vite se remettre en confiance en remportant son match face à Toulouse sur un score de 4-2 à la 25e journée, et sera donc plutôt bien préparé pour son deuxième classico en 3 semaines, décisif pour la course au titre. Cependant, exactement comme dans la vraie vie, l'OM va affronter le PSG, mais avec Mbappé cette fois-ci. Le club va donc s'incliner sur un score de 2-1 et non pas 3-0, doublé du champion du monde français, trop fort pour la défense, Bailly, Balerdi, Kolasinac, qui sera d'ailleurs privé de Mbemba, suspendu à cause de son carton jaune face à Toulouse. Avec tout l'enjeu qui régnait autour de ce match, on imagine que la rencontre aura été très tendue, on a pas mal de cartons jaunes de chaque côté, tandis qu'après une petite altercation en fin de match, l'OM va se priver de Guendouzi au cœur d'une embrouille avec Marco Verratti, mais aussi de Eric Bailly, qui va prendre un carton rouge sec après un violent tacle sur Mbappé. Cette défaite est vue comme une désillusion, le club est à 10 points du PSG et voit ses chances de remporter le titre de plus en plus faibles. D'autant plus qu'en Ligue des Champions, c'est vraiment pas sûr à 1000% que le club se qualifie en quart, loin de là, et donc, exactement comme dans la vraie vie, les seuls espoirs de remporter un titre seront placés sur la Coupe de France. L'OM va tout de même disputer son match retour face à Naples, défaite 2-0, non match total, l'OM a essayé de jouer sa chance à fond, mais n'a tout simplement pas eu le niveau. La saison se termine donc ainsi, l'OM finira deuxième derrière le PSG à 8 points, et remportera tout de même la Coupe de France en finale face à l'OL. Les erreurs faites face à Annecy ne seront pas reproduites, au plus grand bonheur de tous les supporters qui retrouvent le goût de remporter un titre. Le bilan est donc tout de même très satisfaisant pour l'OM qui aura été ultra compétitif cette année, 8ème de finale de LDC, retrouvé plus de 10 ans après, une course au titre acharnée contre le PSG, et un titre enfin remporté en Coupe de France. Bref, la saison est une pleine réussite pour l'OM au final, encore plus performante que dans la réalité, et qui aura, on peut le dire, complètement changé de dimension. Et c'est donc ainsi que ce scénario prend fin, j'espère que ça vous a plu, en tout cas j'avoue que moi ça m'a fait ultra plaisir d'imaginer tout ça. Vous avez vu que je suis parti parfois un petit peu loin, à certains moments, c'est le but, j'essaie d'imaginer le meilleur scénario possible en étant le plus réaliste comme je vous l'ai dit. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette histoire vous a plu, donnez-moi votre avis sur les différents points que j'ai abordés, n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez ce genre de vidéos et que vous en voulez d'autres à l'avenir, dites-moi tout ça en commentaire, en tout cas on se retrouve très vite
vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était KalaShoM, ciao à tous.